J'ai trouvé des séquences de caméras cachées de ma femme et de mon frère. Je ne me suis pas battu. Je les ai juste exposées pendant le brunch du dimanche. Le père de ma femme s'est levé le premier. Puis la femme de mon frère a suivi. J'ai trouvé des séquences de ma femme et de mon frère qu'ils pensaient avoir effacées il y a des années, 14 fois, dans ma maison, dans mon lit. Ils ont même ouvert un compte offshore avec de l'argent qu'ils m'avaient volé. Je ne les ai pas confrontés. J'ai attendu. J'ai planifié. Et quand le brunch du dimanche est arrivé, je me suis assuré que toutes les personnes qui comptaient voient exactement qui ils étaient vraiment. Je m'appelle Christian Blanchard. J'ai 44 ans. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir tout compris. Un cabinet dentaire prospère que je possédais en copropriété avec mon jeune frère, Jérémy, une belle épouse, Jennifer, qui enseignait en CE2 à l'école primaire Riverside. 2 enfants qui me rendaient fier chaque jour. Olivia, ma fille de 16 ans, se préparait pour ses candidatures à l'université. Jake, mon fils de 10 ans, croyait encore que son père avait décroché la lune. Je vivais dans une maison de style colonial de 4 chambres à Versailles. Je conduisais une Lexus. J'emmenais la famille sur la Côte d'Azur chaque été. Le rêve français, non? Faux. Tout a commencé un samedi matin de fin septembre. Je nettoyais le garage, ce que Jennifer me reprochait de ne pas faire depuis des mois. Entre de vieux dossiers fiscaux et des boîtes de décoration de Noël, j'ai trouvé le disque dur de notre ancien système de sécurité de 2019. Nous étions passés à un système basé sur le cloud il y a 2 ans. Et ce truc prenait la poussière depuis. J'allais le jeter à la poubelle quand quelque chose m'a fait hésiter. C'était peut-être l'enquêteur en moi, la partie qui regardait des séries policières et se demandait si j'avais manqué ma vocation. Peut-être que c'était juste de la curiosité. Je l'ai rentré, l'ai branché sur mon ordinateur portable dans le bureau et j'ai attendu que les fichiers se chargent. Les premiers dossiers étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Des images du jardin de Jake sur sa balançoire, du Porsche, de notre allée. Puis j'ai cliqué sur un dossier intitulé « Salon », août 2019, et j'ai vu l'aperçu de la miniature. Jennifer sur notre canapé, mais pas seule. J'ai cliqué sur « Lecture ». La séquence était nette. Trop nette. Jennifer est entrée dans le champ, portant une de mes vieilles chemises, la bleue que je cherchais l'année dernière. Elle riait, se tournant vers quelqu'un derrière la caméra. Puis Jérémy est apparu, tenant une bouteille de vin de notre casier. Mon vin, le Cabernet de la vallée de la Loire que je gardais pour notre anniversaire. Il l'a ouverte comme s'il était chez lui, comme si c'était sa maison, son canapé, sa femme. Je les ai regardés s'asseoir ensemble. J'ai vu la façon dont elle se penchait vers lui, la façon dont sa main a trouvé son genou. Il y avait une familiarité là, un confort qui prend du temps à se construire. Ce n'était pas sa première fois, loin de là. J'aurais dû ressentir de la rage. J'aurais dû sentir mon sang bouillir, mes poings se serrer. Mais non. Au lieu de cela, quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine, quelque chose de calculateur. Je suis resté assis là, dans mon fauteuil de bureau en cuir. Le soleil du samedi matin filtrait par la fenêtre, les oiseaux chantaient dehors, et je regardais ma vie entière se révéler comme un mensonge. Quand la séquence a montré Jennifer lui touchant le visage, ce geste tendre que l'on ne donne qu'à quelqu'un que l'on aime vraiment, j'ai fermé l'ordinateur portable. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. Je suis juste resté assis, parfaitement immobile, et j'ai commencé à planifier. Ce soir-là, Jennifer est rentrée d'une conférence d'enseignants à 18h30, portant son sac fourre-tout rempli de papiers qu'elle prétendait devoir corriger. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a demandé comment s'était passée ma journée à la clinique, a commencé à sortir les ingrédients du réfrigérateur pour le dîner. Normal. Tout était si terriblement normal. Comment était la conférence, ai-je demandé, en la regardant couper des légumes sur l'îlot. Oh, tu sais, a dit Jennifer, sans lever les yeux. Le même vieux truc de développement professionnel. Ils ont fait venir un consultant pour parler de la différenciation pédagogique. Honnêtement, j'aurais pu donner la session moi-même. J'ai hoché la tête, siroté ma bière. Jérémy est passé à la clinique aujourd'hui. Il a dit qu'il pourrait passer ce week-end pour aider avec la housse du barbecue. Son couteau s'est arrêté juste une fraction de seconde. C'est gentil de sa part, a-t-elle dit en reprenant sa découpe.
Kelsey le tient occupé avec les enfants. Je suppose, ai-je répondu, en gardant ma voix égale. Tu sais comment c'est. Elle a ri. Ce rire facile dont j'étais tombé amoureux il y a 17 ans. Oui, les enfants sont épuisants. En parlant de ça, où sont les nôtres? Olivia est à l'entraînement de volley. Jake est en haut en train de faire ses devoirs. Bien, a-t-elle dit en glissant les légumes dans une poêle. Je pensais que peut-être ce week-end, nous pourrions les emmener au verger. C'est la saison de la cueillette des pommes et tout ça. Je la regardais se déplacer dans la cuisine, à l'aise dans sa tromperie. Depuis combien de temps faisais-tu ça? Combien de fois m'as-tu menti en face alors que je souriais et croyais chaque mot? Après le dîner, après que les enfants soient allés se coucher, après que Jennifer se soit endormie à côté de moi comme si de rien n'était, je suis retourné à mon bureau. J'ai de nouveau ouvert le disque dur et j'ai commencé à parcourir chaque fichier méthodiquement, prenant des notes, date, heure, lieu, construisant une chronologie. Août 2019, septembre 2019, octobre 2019, novembre 2019. Les fichiers n'arrêtaient pas d'arriver, chacun un coup de couteau dans le ventre, notre canapé, notre chambre quand j'étais à une conférence dentaire, notre îlot de cuisine où nous prenions le petit déjeuner en famille tous les matins. À 3 heures du matin, j'avais trouvé 14 incidents distincts, tous documentés, tous horodatés. La caméra avait été positionnée dans le meuble télé du salon, quelque chose que j'avais installé il y a des années lorsque nous avions des problèmes avec une femme de ménage que nous soupçonnions de voler. J'avais complètement oublié après l'avoir licenciée, mais apparemment, elle avait continué à enregistrer sur le disque dur jusqu'à ce que la mémoire soit pleine fin 2019. J'ai tout copié sur 3 clés USB distinctes. Une que je garderai avec moi, une qui irait dans un coffre-fort. Une qui irait à quelqu'un de confiance, bien que je n'ai pas encore trouvé qui. Puis j'ai commencé à chercher des avocats spécialisés en divorce, en protection des actifs, les lois sur la garde d'enfants en Île-de-France. J'ai lu jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, jusqu'à ce que le soleil commence à se lever, jusqu'à ce que j'entende Jennifer bouger dans la chambre. Le cabinet dentaire était la partie compliquée. Jérémy et moi étions partenaires à 50-50e. L'entreprise valait environ 2,3 millions d'euros, construite sur 12 ans de semaines de travail de 7 jours et d'expansion prudente. Nous avions 3 dentistes salariés, 2 hygiénistes, une équipe administrative complète. Dissoudre ce partenariat serait compliqué, mais j'ai compris que j'avais du temps. Ils ne savaient pas que je savais. C'était mon avantage. Lundi matin, je suis allé travailler comme si de rien n'était. Jérémy était déjà au bureau en train de consulter des dossiers à sa place habituelle au fond du bureau. « Bonjour » dit-il en levant les yeux avec un sourire. « Bon week-end » ? « Tranquille » ai-je répondu en accrochant ma blouse blanche au crochet. J'ai enfin nettoyé le garage. « Ah oui, tu as trouvé quelque chose d'intéressant » a demandé Jérémy en se retournant vers son ordinateur. J'ai fait une pause, laissé le silence s'étirer juste assez longtemps. Juste de vieilles camelotes. Rien qui vaille la peine d'être gardé. Il a hoché la tête, complètement à l'aise. Jennifer a mentionné que vous pourriez aller au verger ce week-end. On devrait en faire une sortie en famille. Kelsey et les enfants adoreraient ça. Bien sûr, ai-je dit d'une voix stable. Ça me paraît bien. Et juste comme ça, nous avons recommencé à faire semblant. Lui faisant semblant de ne pas coucher avec ma femme. Moi faisant semblant de ne pas savoir, mais j'avais déjà 3 coups d'avance et il n'avait aucune idée que la partie avait commencé. J'ai trouvé Martin Gresham par l'intermédiaire d'un collègue de la clinique, le docteur Dubois, qui avait traversé un divorce difficile il y a 2 ans. Si tu as besoin de quelqu'un qui se bat comme un chien enragé mais qui reste propre, appelle Martin, m'avait dit Dubois autour d'un café. Il te coûtera cher, mais il vaut chaque centime. Le bureau de Martin était dans le centre de Paris, niché entre un prêteur sur gage et un avocat fiscaliste. Pas luxueux, mais ce n'est pas ce dont j'avais besoin. J'avais besoin de quelqu'un d'intelligent, de impitoyable et de discret. Il avait la fin de la cinquantaine, les cheveux gris, des yeux perçants qui ne manquaient rien. J'ai posé la clé USB sur son bureau avec une chronologie que j'avais créée. Combien d'incidents au total ? Demanda Martin, sans encore toucher la clé. 14 documentés en vidéo, s'étalant d'où à novembre 2019. Tous dans ma maison, sauf 2 qui étaient dans la voiture de mon frère dans notre allée. Martin se pencha en arrière dans son fauteuil. Et vous ne les avez confrontés ni l'un ni l'autre.
Non. Bien. Ne le faites pas. Il a finalement pris la clé, l'a retournée dans ses mains. C'est de l'or, monsieur Blanchard, mais nous devons être stratégiques. La France est un État de distribution équitable, pas de communauté de biens. Cela signifie que le tribunal divise les actifs équitablement, pas nécessairement à 50-50e. Et l'entreprise, ai-je demandé. Mon frère et moi sommes partenaires à parts égales. C'est là que ça devient intéressant, dit Martin en sortant un bloc-notes juridique. Avez-vous un contrat de société? Oui. Rédigé lorsque nous avons commencé il y a 12 ans. Contient-il une clause de moralité? Quelque chose sur une conduite préjudiciable à l'entreprise. Je me suis souvenu. Notre père avait insisté pour inclure quelque chose à ce sujet lorsque nous avions rédigé les papiers, disant que c'était important pour protéger le nom de la famille. Oui. Il stipule que si l'un des partenaires se livre à une conduite qui nuit à la réputation du cabinet ou viole la confiance entre les partenaires, l'autre partenaire a le droit de racheter sa part à une valeur réduite. Martin sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. Alors votre frère vient de rendre les choses très faciles. Coucher avec la femme d'un partenaire, c'est à peu près aussi préjudiciable que possible. Nous pouvons forcer un rachat à 70% de la juste valeur marchande. Peut-être moins si nous plaidons des dommages moraux et une perte de réputation commerciale. Il se battra. Laissez-le faire. Nous avons des preuves vidéo de lui commettant un adultère avec votre femme dans votre maison. Aucun juge ne se rangera de son côté. Martin a pris des notes sur son bloc. Maintenant, à propos de votre femme. Vous avez dit qu'elle enseigne à l'école primaire Riverside. En CE2. Elle y est depuis 11 ans. Une titularisation? Oui. Cela complique les choses, mais pas fatalement. Voici ce que nous allons faire. Nous déposons une demande de divorce pour adultère, que la France reconnaît toujours. Nous demandons la garde exclusive des 2 enfants sur la base de son infidélité et de son mauvais jugement. Nous gelons les comptes joints immédiatement après le dépôt de la plainte, et nous nous assurons que le rectorat sache exactement pourquoi l'une de leurs enseignantes divorce. J'ai hésité. Est-ce nécessaire? S'en prendre à son travail? Martin me regarda par-dessus ses lunettes de lecture. Monsieur Blanchard, elle a détruit votre mariage, votre famille et votre capacité à faire confiance à votre propre frère. Elle a fait cela dans votre maison, sur vos meubles, probablement pendant que vos enfants dormaient à l'étage. Pensez-vous qu'elle mérite d'être protégée? Il avait raison. L'ancien Christian aurait peut-être essayé d'être noble, de prendre la voie de la sagesse, mais l'ancien Christian était mort. Il est mort au moment où j'ai cliqué sur lecture sur cette vidéo. Non, ai-je dit, elle ne le mérite pas. Bien. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de difficile. Vous devez agir de manière tout à fait normale pendant les 2 prochaines semaines. Ne la laissez rien soupçonner. Ne changez pas votre routine. Pouvez-vous faire ça? J'ai pensé à m'asseoir en face de Jennifer au dîner, la regardant mentir avec un sourire. J'ai pensé à serrer la main de Jérémy au bureau, en faisant semblant que nous étions frères. Oui, je peux le faire. Excellent. En attendant, je rédigerai les documents, je ferai appel à un expert comptable judiciaire pour évaluer le cabinet et je préparerai notre argumentation pour la garde. Quand nous agirons vite. Ils ne sauront pas ce qui leur arrive. J'ai quitté le bureau de Martin en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que j'avais trouvé ces séquences. Le contrôle, un but. Je n'étais plus une victime. J'étais un homme avec un plan, et ce plan était sur le point de bouleverser leur monde. L'experte comptable judiciaire que Martin m'a recommandée était une femme nommée Patricia Ndiaye, une ancienne agente du fisc qui gagnait maintenant sa vie en démêlant des finances compliquées pour des cas de divorce. Elle est venue chez moi un mercredi matin quand Jennifer était à l'école. Les enfants étaient en classe. Montrez-moi tout, a dit Patricia, en installant son ordinateur portable sur ma table de cuisine. Relevé bancaire, compte professionnel, carte de crédit, portefeuille d'investissement, tout. Je lui ai remis 3 ans de dossiers financiers. Elle a travaillé en silence pendant 2 heures, prenant occasionnellement des notes ou me demandant de clarifier une transaction. J'ai fait du café, j'ai essayé de me concentrer sur les dossiers des patients de la clinique, mais surtout, je l'ai regardée travailler. Finalement, elle a levé les yeux.
Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel sur votre compte d'épargne juin vers mars 2020? Non. Aurais-je dû? Patricia a tourné son ordinateur portable vers moi. Regardez ça. Le 15 mars, un retrait de 15 000 €, marqué comme rénovation de la maison au point. Nous avons remplacé la terrasse ce printemps-là, ai-je dit. Et combien cela a-t-il coûté? Environ 12 000 €. Alors où sont les 3 000 € restants? Patricia a fait défiler vers le bas. Et ici, mai 2020, un autre retrait, 10 000 €, marqué comme aménagement paysager au point. Je me suis souvenu que Jennifer avait voulu planter de nouveaux arbres dans le jardin. Elle avait dit que cela ajouterait de la valeur à la maison. Ça semble correct. Sauf que selon l'entreprise de paysagisme que vous avez utilisée, leur facture était de 6 500 €. Patricia me regarda. Quelqu'un a détourné de l'argent de votre compte joint. De petites sommes, toujours déguisées en dépenses légitimes pour la maison. J'ai trouvé 8 cas jusqu'à présent, totalisant environ 47 000 € sur 2 ans. Ma mâchoire se serra. Il ne s'agissait pas seulement de l'affaire. Il m'avait volé aussi. Pouvez-vous tracer où est allé l'argent? Patricia a cliqué sur plusieurs écrans. C'est la partie intéressante. Les retraits ont été effectués par virement bancaire vers un compte chez Morgan Stanley. Vous voulez deviner à qui appartient le compte? À Jennifer. Presque. C'est un compte joint. Jennifer Blanchard et Jérémy Blanchard. La pièce semblait vaciller. Ma femme et mon frère ont un compte bancaire joint. Ouvert en février 2020. D'après les dépôts, ils y ont acheminé de l'argent à la fois de votre compte joint et, si je lis bien, des comptes du cabinet dentaire également. Elle a affiché un autre écran. Votre frère a facturé au cabinet des honoraires de consultation, de la maintenance d'équipement et des frais de marketing qui n'existent pas. En gros, il s'est payé 2 fois et a partagé avec votre femme. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre, j'ai essayé de contrôler ma respiration. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un vol calculé à long terme. Ils avaient planifié quelque chose, se constituant un pécule dans mon dos. Combien au total, ai-je demandé. Sur leur compte joint. En ce moment, il y a 212 000 €. 212 000 €. De l'argent qui aurait dû être investi dans l'éducation de nos enfants, dans notre retraite, dans notre avenir. Au lieu de cela, il avait été détourné pour financer la liaison de ma femme avec mon frère. Il y a plus, dit Patricia doucement. Le compte est enregistré à une adresse aux îles Caïmans. Ce n'est pas techniquement offshore, mais il est structuré de manière à suggérer qu'ils essayaient de le cacher. Si je devais deviner, ils construisaient une stratégie de sortie. Une stratégie de sortie. Ils prévoyaient de partir ensemble. Cet argent était leur fonds d'évasion. Je me suis rassis, digérant cela. Tout s'est mis en place. L'affaire n'était pas seulement une question de désir ou d'attirance. C'était un plan. Ils allaient prendre l'argent, se prendre l'un l'autre, et nous laisser derrière pour ramasser les morceaux. Pouvons-nous le récupérer, ai-je demandé. Patricia a souri. Une fois que vous aurez déposé la demande de divorce, nous pourrons geler ce compte. C'est un bien conjugal caché par la fraude. Non seulement nous pouvons le récupérer, mais nous pouvons l'utiliser comme preuve de faute financière. Votre femme aura de la chance si elle s'en sort avec quoi que ce soit. J'ai regardé l'écran, le solde du compte se moquant de moi. 212 000 €. Mais il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de s'assurer qu'il paierait pour chaque mensonge, chaque trahison, chaque moment volé avec lequel il pensait s'en être tiré. Faites-le, ai-je dit. Documentez tout. Je veux qu'ils sachent exactement à quel point ils ont mal calculé. Patricia a hoché la tête et est retournée à son ordinateur portable. Et je suis retourné à la planification de la seule chose qui leur ferait plus de mal que de perdre de l'argent. L'humiliation publique. L'exposition complète et totale, celle dont ils ne se remettraient jamais. Le brunch du dimanche était dans 2 semaines. Ma mère a appelé jeudi après-midi alors que j'étais à la clinique. J'ai failli ne pas répondre, occupé par un traitement de canal qui prenait plus de temps que prévu, mais quelque chose m'a poussé à sortir et à prendre l'appel. Christian, chéri, tu as 1 minute. Sa voix semblait tendue. Bien sûr, maman. Qu'est-ce qui se passe? Il y eut une longue pause.
Je pouvais l'entendre respirer, rassembler son courage pour quelque chose. Je dois te parler de quelque chose. Peux-tu passer à la maison après le travail? Est-ce que tout va bien? C'est papa. Ton père va bien. C'est à propos de toi et Jennifer. Mon estomac se serra. Quoi à propos de Jennifer? Viens, s'il te plaît. Je ne veux pas faire ça au téléphone. J'ai terminé le traitement de canal en pilote automatique, reporté 2 rendez-vous de l'après-midi et je me suis rendu chez mes parents à Saint-Germain-en-Laye. Maman attendait sur le porche, une tasse de thé à la main, même s'il faisait 20 degrés. Entre, dit-elle. Ton père est à la quincaillerie. Il n'y a que nous. Nous nous sommes assis dans le salon où j'avais passé d'innombrables dîners du dimanche, où Jérémy et moi avions ouvert des cadeaux de Noël quand nous étions enfants. Maman tordait son alliance, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, commença-t-elle. Peut-être que si je l'avais fait, tu aurais pu éviter une partie de cette douleur. Maman, de quoi parles-tu? Elle leva les yeux, les siens humides. Il y a 6 mois, j'ai vu quelque chose. Je déposais ce plat à gratin que Jennifer avait emprunté. Tu te souviens? J'avais une clé. Je suis entré comme je le fais toujours. J'ai entendu des voix à l'étage, qui riaient. Je pensais que tu étais peut-être rentré tôt, alors j'ai voulu dire bonjour. Je savais déjà où cela menait. La porte de la chambre était entr'ouverte. J'ai vu Jennifer et Jérémy ensemble sur votre lit. La voix de maman se brisa. Je suis resté là, figé. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Puis je suis juste parti. Je n'ai rien dit. Je ne les ai pas confrontés. J'ai juste laissé le plat sur le comptoir et je suis rentré à la maison. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Ma voix est sortie plus dure que je ne l'avais prévu. Parce que je n'étais pas sûr de ce que j'avais vu. C'était juste un aperçu. Peut-être qu'il parlait juste. Peut-être que j'avais mal interprété la situation. Je ne voulais pas les accuser de quelque chose d'aussi horrible sans être certaine. Et puis je me suis dit que j'étais paranoïaque, que je voyais des choses qui n'étaient pas là. Mais plus j'y pensais, plus j'en devenais certaine. Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à détruire ta famille pour quelque chose que j'aurais pu imaginer. Je me suis adossé, digérant cela. Ma mère avait su, ou du moins soupçonné, pendant 6 mois. Pendant que je faisais comme si de rien n'était, jouant le mari et le frère heureux. Elle avait porté ce poids. Tu n'imaginais rien, ai-je dit doucement. J'ai trouvé des preuves vidéo. Plusieurs occasions sur plusieurs mois. Ça dure depuis au moins 2019. Maman se couvrit la bouche avec sa main. Oh, Christian, je suis tellement désolé. J'aurais dû te le dire immédiatement. J'aurais dû être plus forte. Tu essayais de me protéger. Je comprends. Et c'était le cas. Elle n'essayait pas de cacher leur trahison. Elle espérait avoir tort, espérait que son fils n'était pas en train d'être détruit par sa femme et son frère. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je lui ai parlé des avocats, de l'experte comptable judiciaire, du compte offshore. Je lui ai parlé du plan pour le brunch du dimanche dans 2 semaines. Elle a écouté sans interrompre, son visage devenant plus pâle à chaque détail. Tu vas les exposer devant tout le monde. C'est le plan. Ton père va être anéanti. Jérémy est aussi son fils. Jérémy a cessé d'être le fils de qui que ce soit quand il a décidé de coucher avec ma femme. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. J'ai besoin que toi et papa soyez là au brunch. J'ai besoin que vous voyiez ça, que vous compreniez pourquoi je fais ce que je fais. Nous serons là, dit maman. Quoi que tu aies besoin, nous sommes de ton côté. Jérémy a fait ses choix maintenant. Il doit en assumer les conséquences. Je l'ai serré dans mes bras avant de partir. Je l'ai tenue plus longtemps que d'habitude. Elle n'était pas parfaite. Elle aurait dû me le dire il y a 6 mois, mais elle était toujours ma mère et elle était toujours dans mon camp. C'était plus que ce que je pouvais dire pour la moitié de ma famille. Le brunch du dimanche était prévu pour le 15 octobre chez les parents de Jennifer à Neuilly-sur-Seine. Ils l'organisaient chaque année, une tradition qui remontait à avant que Jennifer et moi soyons mariés. Habituellement une vingtaine de personnes, ses parents, sa sœur et son beau-frère, Jérémy et Kelsey avec leurs 2 enfants, mes parents, la grand-mère de Jennifer, quelques amis de la famille.
Cette année serait spéciale. J'ai appelé Kelsey un mardi soir. Elle a répondu joyeusement, s'attendant probablement à un autre appel banal pour coordonner les horaires ou emprunter des outils. Salut Christian, quoi de neuf? J'ai besoin de te voir en personne. C'est important. La gaieté a disparu. Est-ce que tout va bien? Les enfants vont bien? Les enfants vont bien, mais j'ai besoin de te montrer quelque chose. Peux-tu me retrouver demain? Café rue de Rivoli. Christian, tu me fais peur. Je sais. Fais-moi juste confiance. Demain à 10 heures. Viens seul. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette au fond, déchiquetant nerveusement une serviette en papier. J'ai commandé 2 cafés et je me suis assis en face d'elle. Qu'est-ce qui se passe? A demandé Kelsey. Elle avait l'air épuisée, ai-je remarqué. Des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée. Pas la femme soignée que j'avais l'habitude de voir. J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert un dossier, tourné l'écran vers elle. J'ai besoin que tu regardes quelque chose. Ça va être difficile, mais tu dois le voir. J'ai joué l'un des clips les plus courts. Juste 90 secondes, mais assez. Kelsey a regardé sans expression, son visage devenant complètement vide. Quand ça s'est terminé, elle n'a rien dit pendant un long moment. Combien, a-t-elle finalement demandé? 14 incidents documentés. Probablement plus qui n'ont pas été capturés. Depuis combien de temps sais-tu? 3 semaines. Kelsey a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Je sais depuis 3 mois. Ou je soupçonne en tout cas. J'ai trouvé des reçus d'hôtel dans sa veste, débités sur sa carte de crédit. Il a dit que c'était pour des réunions de clients. Je voulais tellement le croire que je me suis convaincu que c'était vrai. Je suis désolé, ai-je dit. Ne le sois pas. C'est moi l'idiote qui est resté. Elle me regarda, son expression se durcissant. Quel est ton plan? Je lui ai tout raconté. Les avocats, le compte offshore, le rachat du partenariat, et le brunch. Tu veux les exposer publiquement, dit-elle. Devant les 2 familles. Laissez tout le monde voir qui ils sont vraiment. Bien. La voix de Kelsey était froide maintenant. Toute chaleur avait disparu. Il le mérite. Mais je veux en faire partie. Je veux qu'ils sachent que je savais, que je ne suis pas une victime naïve qu'ils ont dupée. Que as-tu en tête? Elle a souri et cela m'a rappelé un loup. Je m'occuperai de la liste des invités. M'assurer que toutes les personnes qui comptent soient là. Le patron de Jennifer de l'école, le président de l'ordre des dentistes, mes parents. Nous en ferons une vraie réunion de famille. Le genre dont les gens parleront pendant des années. Nous avons passé l'heure suivante à planifier. Kelsey savait des choses que je ne savais pas. Elle savait que Jennifer parlait de me quitter depuis des mois, disant à ses amis que j'étais ennuyeux et prévisible. Elle savait que Jérémy avait cherché des appartements à Boulogne-Billancourt, cherchant un endroit où lui et Jennifer pourraient repartir à zéro. Elle était au courant des dîners qu'ils avaient ensemble, des voyages qu'ils avaient prévus, tout un avenir qu'ils avaient construit pendant que nous jouions les imbéciles. Je veux être celle qui invite ta mère, a dit Kelsey. Jérémy pense qu'elle ne soupçonne rien. Je veux voir son visage quand elle entrera et qu'il réalisera qu'elle sait. Fait. Et je veux m'asseoir à côté de Jennifer pendant la révélation. Je veux voir son visage quand la vidéo commencera à jouer. Aussi fait. Nous nous sommes répartis les responsabilités comme des généraux planifiant une bataille. Qui s'assiérait où, quand la vidéo commencerait, qui contrôlerait la télécommande, comment nous les empêcherions de partir avant que tout le monde n'ait vu ce qu'ils avaient fait. Chaque détail calculé, mesuré, précis. Quand nous avons eu fini, Kelsey a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Merci de m'avoir montré, de ne pas m'avoir laissé dans le noir. Nous sommes dans le même bateau maintenant, ai-je dit. Oui, nous le sommes. Elle s'est levée, a rassemblé ses affaires. 2 semaines. Faisons en sorte que ça compte. Je l'ai regardé partir, les épaules droites, la tête haute. Jérémy avait sous-estimé sa femme. Ils l'avaient tous les 2 fait. Ça allait être leur plus grosse erreur. Le matin du 15 octobre est arrivé, clair et frais. Un de ces jours d'automne parfaits que l'Île-de-France sait si bien faire. Jennifer a passé 1 heure à se préparer,
choisissant une robe de couleur crème qui, selon elle, lui donnait un air sophistiqué. Elle ne savait pas qu'elle s'habillait pour sa propre exécution. « Tu as l'air nerveux », a dit Jennifer dans la voiture, me jetant un coup d'œil. Les enfants étaient à l'arrière, Olivia envoyant des textos, Jake jouant sur sa tablette. « Tout va bien ? » « Je pense juste au travail », ai-je répondu, en gardant les yeux sur la route. Grosse semaine à venir. Nous sommes arrivés chez ses parents à Neuilly-sur-Seine à 11h. Les voitures bordaient déjà la rue. Kelsey avait bien fait son travail. J'ai compté au moins 25 personnes, plus que d'habitude. Les parents de Jennifer, sa sœur Amanda avec son mari, mes parents, Jérémy et Kelsey avec leurs enfants. Le patron de Jennifer, le principal, le maître de l'école Riverside, le docteur Dubois de la clinique, même Thomas Brennan, le président de l'Ordre national des chirurgiens dentistes. Waouh, grande foule aujourd'hui, a dit Jennifer, l'air satisfait. Maman a dû inviter la moitié du quartier. Ça va être mémorable, ai-je dit. À l'intérieur, la table de la salle à manger était chargée de nourriture. La mère de Jennifer, Caroline, s'était surpassée. Bagel, saumon fumé, quiche, fruits frais, pâtisserie. Tout le monde se mêlait, discutant et riant. Jérémy m'a trouvé dans la cuisine, m'a tapé sur l'épaule. Belle participation, hein, a dit Jérémy en souriant. Papa parle déjà du match du PSG. Tu veux une bière? Bien sûr, ai-je répondu calmement. Profitons de la journée. Kelsey a attiré mon regard de l'autre côté de la pièce. Elle a fait un petit signe de tête. Tout était en place. L'ordinateur portable était connecté à la télévision dans le salon, caché derrière le canapé. La télécommande était dans la poche de ma veste. Toutes les pièces étaient positionnées. À midi, Caroline a appelé tout le monde à s'asseoir. Les gens ont rempli la salle à manger et ont débordé dans le salon où des chaises supplémentaires avaient été installées. Je me suis assuré que Jennifer était assise près du devant, près de la télévision. Jérémy était à côté d'elle. Kelsey s'est assise de l'autre côté de Jennifer. Ma mère était assise avec mon père au deuxième rang, le visage calme, mais les mains jointes fermement. Caroline se tenait à la tête de la table. Merci à tous d'être venus. C'est merveilleux d'avoir la famille et les amis réunis. Avant de manger, je voulais dire à quel point nous sommes reconnaissants pour. En fait, Caroline, ai-je interrompu en me levant. Avant de commencer, j'ai quelque chose que je dois partager avec tout le monde. Quelque chose d'important. La pièce est devenue silencieuse. Jennifer m'a regardé, confuse. Christian, qu'est-ce que tu fais? Juste quelque chose que tout le monde devrait voir, ai-je dit en sortant la télécommande de ma poche. Soyez patient avec moi. J'ai appuyé sur lecture. L'écran de télévision a vacillé et s'est allumé. L'image miniature est apparue. Notre salon, notre canapé. Puis la vidéo a commencé. Jennifer entrant dans le champ, riant, Jérémy la suivant, portant une bouteille de vin, leurs mains se touchant, lui se penchant, elle répondant. L'horodatage brillait dans le coin. 23 août 2019, 14h47. La pièce a éclaté dans le chaos, mais c'était un chaos sourd, distant. Je regardais les visages plutôt que l'écran. Jennifer est devenue blanche, sa main a volé à sa bouche. Jérémy s'est levé si vite que sa chaise est tombée en arrière. Caroline a eu un hoquet. Le père de Jennifer, Robert, est devenu rigide, sa mâchoire serrée. Mais la première personne à bouger réellement fut Robert. Il se leva lentement, sa chaise raclant contre le parquet. Son visage avait pris une couleur de cendre. Il n'a pas dit un mot, a juste fixé l'écran pendant encore 5 secondes, puis s'est tourné et s'est dirigé vers la porte-fenêtre, non pas pour partir, juste pour respirer. La deuxième personne à se lever fut Kelsey. Elle ne regarda pas l'écran. Elle regarda directement Jérémy, son visage un masque de fureur froide. « Je mettrai tes affaires sur le porche d'ici ce soir, dit Kelsey, sa voix tranchant dans le silence stupéfait. Ne prends pas la peine de rentrer. N'appelle pas. N'envoie pas de SMS. Mon avocat te contactera lundi. » Kelsey, attends, commença Jérémy. Non, dit-elle, juste ce seul mot. Mais il portait le poids de chaque mensonge qu'il lui avait jamais dit. Puis elle est sortie, la tête haute, les épaules droites. Jennifer a finalement retrouvé sa voix.
Éteins ça, Christian. Éteins ça tout de suite. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. J'ai juste laissé la vidéo tourner. 30 secondes de plus. 1 minute. Tout le monde regardait. Le principal le mettre avec sa main sur sa bouche. Thomas Brennan secouant lentement la tête. Ma mère, les larmes coulant sur son visage. Le bras de mon père autour de ses épaules. Quand le clip s'est terminé, j'ai finalement parlé. C'est l'une des 14 vidéos. J'ai trouvé 14 occasions distinctes. Toutes dans ma maison, certaines dans ma chambre, toutes pendant que j'étais au travail ou à des conférences ou que j'emmenais nos enfants à l'entraînement de foot. Jennifer s'est levée, les mains tremblantes. Tu n'avais pas le droit. Tu n'avais pas le droit de faire ça ici, devant tout le monde. J'avais tous les droits, les jeux coupés, ma voix stable et froide. Tu as détruit notre mariage. Tu as trahi notre famille. Tu as eu une liaison avec mon frère dans ma maison, dans mon lit. Et tu l'as fait avec un sourire aux lèvres. Alors, oui, j'ai tous les droits de m'assurer que tout le monde sache exactement qui tu es. Jérémy a essayé de s'avancer vers moi. Mon père s'est interposé. Non, a dit papa à Jérémy. Tu en as assez fait. Le principal, le maître, s'est levé, a pris son sac à main. Jennifer, nous devrons nous voir lundi. Première heure. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle est juste partie. Thomas Brennan s'est approché de moi tranquillement. Christian, je suis désolé. C'est un comportement inacceptable pour un membre de notre ordre. Nous devrons discuter du statut de membre de Jérémy. Puis il est parti aussi. Un par un, les gens sont sortis. Certains se sont arrêtés pour me serrer l'épaule. D'autres sont partis en silence, incapables de digérer ce qu'ils avaient vu. La sœur de Jennifer, Amanda, m'a serré dans ses bras en sortant, a chuchoté, « Je suis tellement désolé. Tu mérites mieux. » En 15 minutes, il ne restait plus qu'une poignée de personnes. Mes parents, les parents de Jennifer, toujours debout, figé près de sa chaise. Jérémy, acculé dans un coin. Et moi. Je veux divorcer, ai-je dit à Jennifer. Les papiers te seront signifiés lundi. La maison est à moi. Les comptes sont gelés et tu peux oublier toute prétention sur le cabinet dentaire. Notre contrat de société a une clause de moralité. Jérémy l'a violé. Il est dehors. Tu ne peux pas faire ça, dit Jérémy. Sa voix tremblait. Je l'ai déjà fait. Martin Gresham est mon avocat. Patricia Ndiaye est mon experte comptable judiciaire. Elles ont tout documenté, y compris le compte offshore que vous avez ouvert. Jennifer et toi, avec de l'argent volé de nos comptes joints et du cabinet dentaire. 212 000 euros. C'est de la fraude. C'est du détournement de fonds. C'est criminel. Les jambes de Jennifer ont lâché. Elle s'est assise lourdement, le visage enfoui dans ses mains. Robert a finalement parlé, sa voix rauque. Sortez de ma maison. Tous les deux. Jennifer, Jérémy, sortez. Vous n'êtes plus les bienvenus ici. Et c'était tout. Pas de dispute hurlante, pas d'altercation physique, juste la rupture froide et finale de tous les liens qui nous avaient unis. J'avais trouvé des séquences de caméras cachées de ma femme et de mon frère. Je n'ai pas riposté avec les poings ou la rage. Je les ai juste exposées pendant le brunch du dimanche devant toutes les personnes qui comptaient. Son père s'est levé le premier, puis la femme de mon frère a suivi, et le reste a été comme une chute de dominos. J'ai quitté la maison des parents de Jennifer à 13h30. Mes parents m'ont suivi jusqu'à ma maison à Versailles. Olivia et Jake voyageant avec eux. Aucun de mes enfants n'avait parlé depuis que la vidéo avait été diffusée. Le visage d'Olivia était strié de larmes. Jake regardait juste par la fenêtre, essayant de comprendre quelque chose que son cerveau de 10 ans ne pouvait pas tout à fait saisir. À l'intérieur, j'ai fait du café pendant que maman emmenait les enfants à l'étage. Je pouvais entendre sa voix douce, expliquant, réconfortant. Papa s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, la même table où Jennifer et moi avions partagé des milliers de repas. Tu as fait ce qu'il fallait, a finalement dit papa. Vraiment? Regarde ce que ça a fait aux enfants. Les enfants guériront. Ils sont forts comme toi. Mais ils avaient besoin de savoir la vérité.
Ils avaient besoin de voir que les actions ont des conséquences. Papa a tendu la main, a posé la sienne sur la mienne. Ton frère t'a trahi de la pire des manières. Il ne mérite pas de protection. Il ne mérite pas de pitié. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Martin Gresham. Les papiers seront signifiés demain matin. Tout est en mouvement. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Un autre SMS. Celui-ci de Kelsey. Merci d'avoir eu le courage de faire ce que je ne pouvais pas. Les enfants vont bien. Nous allons bien. Tu es un homme bon, Christian. Je suis resté assis là alors que l'après-midi se transformait en soirée. Alors que mes parents s'occupaient de mes enfants à l'étage, que mon téléphone se remplissait de messages de la famille et des amis, certains de soutien, certains choqués, tous comprenant que la vie telle que nous la connaissions venait d'imploser. Vers 19h, Olivia est descendue. Ses yeux étaient rouges mais secs maintenant. Elle s'est assise à côté de moi, a appuyé sa tête sur mon épaule. « Ça va, papa ?» a-t-elle demandé doucement. « Ça ira. Et toi, ça va ?» Je ne sais pas encore. Mais je suis content que tu aies tout montré. Maman devait rendre des comptes. Elle m'a toujours appris que l'honnêteté compte, que l'intégrité compte. Je suppose qu'elle a oublié ses propres leçons. Je lui ai embrassé le sommet de la tête. Je suis désolé que tu aies eu à voir ça. Non. J'ai 16 ans. Je ne suis pas un bébé. Je mérite de savoir la vérité. Elle s'est reculée, m'a regardé. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on reconstruit. Juste nous trois. Ce ne sera pas facile, mais on s'en sortira. Jake est descendu ensuite, s'est blotti sur mes genoux comme il le faisait quand il était plus jeune. Est-ce que maman rentre à la maison? A-t-il demandé. Pas ce soir, mon grand. Probablement pas avant un moment. Bien. Je ne veux pas la voir en ce moment. Cela m'a brisé le cœur plus que toute autre chose. Mon fils de 10 ans rejetant sa mère à cause de ce qu'elle avait fait. Mais je savais aussi qu'il traitait un traumatisme, que ses sentiments évolueraient avec le temps. Pour l'instant, je l'ai juste serré dans mes bras. Cette nuit-là, après que mes parents soient partis et que les enfants se soient enfin endormis, je me suis assis dans mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Un email de Patricia Ndiaye attendait. Dossier de divorce préliminaire prêt. La division des biens vous favorise à 80/20 sur la base de la faute et de la mauvaise conduite financière. Recommandation de garde physique principale pour vous. Droit de visite supervisé pour Jennifer en attendant une évaluation psychologique. Rachat de parts, 820 000 € pour la participation de 50% de Jérémy. Basé sur la violation de la clause de moralité. Il ne se battra pas. 820 000 €, moins de la moitié de la valeur réelle de sa part, mais la clause de moralité me donnait l'avantage. Il signerait ou ferait face à des poursuites pénales pour détournement de fonds. Un autre email, celui-ci du principal Lemaître. Christian, je voulais que vous sachiez que Jennifer a été mise en congé administratif en attendant une enquête du rectorat sur une conduite indigne d'un enseignant. Compte tenu de la nature publique de la révélation d'aujourd'hui et de l'impact sur notre communauté scolaire, son emploi pourrait être résilié. Je suis désolé que vous et votre famille traversiez cela. La carrière de Jennifer était terminée. Son mariage était terminé. Sa relation avec sa famille était détruite. Tout ce qu'elle avait construit en 17 ans, parti en un après-midi. Certaines personnes pourraient qualifier ce que j'ai fait de cruel. Pourraient dire que j'aurais dû gérer ça en privé, discrètement, lui laisser sa dignité. Mais la dignité se mérite, et elle avait renoncé à la sienne au moment où elle a amené mon frère dans mon lit. J'ai fermé l'ordinateur portable, éteint les lumières et je suis monté, j'ai vérifié les deux enfants. Olivia dormait, son téléphone toujours serré dans sa main. Jake avait son ours en peluche, celui qu'il avait depuis ses 2 ans. Tous deux respiraient régulièrement, paisiblement. C'est eux qui comptaient maintenant. Pas Jennifer, pas Jérémy, pas la vengeance ou la justice ou la justification. Juste ces deux enfants qui avaient besoin que leur père soit fort, présent, pour leur montrer que même quand votre monde s'effondre, vous pouvez construire quelque chose de mieux à partir des ruines. Demain, Jennifer serait signifiée. La machine judiciaire se mettrait en marche. Mais ce soir, j'étais juste un père regardant ses enfants dormir, reconnaissant d'au moins les avoir encore.
3 jours après le brunch, Jérémy s'est présenté à la clinique dentaire. J'étais avec un patient quand Sandra m'a appelé. Votre frère est là. Il dit qu'il a besoin de vous parler. Dois-je appeler la sécurité? Non. Dites-lui que je sors dans 20 minutes. J'ai terminé la préparation de la couronne, je me suis assuré que Madame Hoffman était à l'aise, puis je suis allé dans la salle d'attente. Jérémy était assis dans un coin, l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Mal rasé, vêtements froissés, yeux creux. Kelsey avait tenu sa promesse. Il vivait dans un hôtel. Il faut qu'on parle, a dit Jérémy en se levant. Mon bureau. 5 minutes. C'est tout ce que tu as. Dans mon bureau, je ne me suis pas assis, je ne lui ai pas offert de chaise, je suis juste resté debout, les bras croisés, attendant. Jérémy faisait les 100 pas, passant ses mains dans ses cheveux. Je sais que j'ai merdé, commença-t-il. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais Christian, nous sommes frères. Nous sommes une famille. Il doit y avoir un moyen de réparer ça. Réparer ça? Tu as couché avec ma femme, dans ma maison, pendant des mois. Tu as volé de l'argent de notre entreprise et de mes comptes personnels. Tu as détruit mon mariage, ma famille, et toute la confiance que j'avais en toi. Il n'y a rien à réparer, Jérémy. J'ai fait une erreur. Une erreur, les yeux coupés, ma voix s'élevant pour la première fois. Une erreur, c'est d'oublier d'appeler pour l'anniversaire de quelqu'un. Une erreur, c'est d'être en retard pour le dîner. Ce que tu as fait, c'est une trahison calculée et délibérée sur des mois. Tu m'as regardé dans les yeux tous les jours et tu as menti. Tu es venu chez moi pour des dîners de famille. Tu as joué avec mes enfants. Et pendant tout ce temps, tu couchais avec leur mère. Le visage de Jérémy se tordit. C'est Jennifer qui m'a dragué. Elle a dit que tu étais distant, que tu ne faisais plus attention à elle. Elle a dit. Je me fiche de ce qu'elle a dit. Tu avais le choix. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu me parler comme un frère. Au lieu de ça, tu as décidé de détruire tout ce que nous avions construit ensemble. Je me suis dirigé vers le bureau, j'ai sorti un dossier. Ce sont les papiers de rachat. 820 000 € pour ta participation de 50% dans le cabinet. C'est 40% en dessous de la valeur du marché, mais la clause de moralité me donne le droit de fixer les conditions. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de juste? J'ai fait glisser le dossier sur le bureau. Signe-le ou je porte plainte pour détournement de fonds. Patricia a documenté chaque virement frauduleux que tu as fait. C'est un crime. 3 à 5 ans minimum. À toi de choisir. Jérémy a pris les papiers avec des mains tremblantes. Tu enverrais vraiment ton propre frère en prison. Tu as cessé d'être mon frère au moment où tu m'as trahi. Maintenant, tu n'es plus qu'un partenaire commercial qui a violé notre accord. Signe les papiers, prends l'argent et sors de ma vie. Il a signé chaque page. Sa signature devenant de plus en plus brouillonne au fur et à mesure. Quand il a eu fini, il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Peut-être un jour. Non. Il n'y a pas de un jour. Il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de barbecue en famille ou de dîner de Noël ou de regarder nos enfants grandir ensemble. Tu as fait ton choix. Maintenant, vis avec. Jérémy a laissé le dossier sur mon bureau et est sorti. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il montait dans sa voiture, restait assis là un moment avec la tête sur le volant, puis s'en allait. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de tristesse, pas de regret, juste la finalité froide d'une porte se fermant pour toujours. Cet après-midi-là, Jennifer a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Elle a rappelé 1 heure plus tard. Encore une fois, répondeur. La 3e fois, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux, Jennifer? Je veux parler des enfants, de nous. Christian, s'il te plaît. Pouvons-nous juste? Il n'y a pas de nous. Il y a toi et il y a moi et il y a un divorce. C'est tout. Les enfants vont bien. Ils sont avec moi. Tu peux les voir lors de visites supervisées une fois que l'arrangement de garde sera finalisé. Supervisé? Christian, ce sont mes enfants et tu as détruit leur famille. Tu as eu une liaison avec leur oncle dans leur maison.
Tu as volé de leurs fonds pour les études pour financer ta relation avec mon frère. Tu n'auras pas d'accès non supervisé tant qu'un juge ne le dira pas. Je n'ai jamais voulu leur faire de mal, était-il. C'est juste arrivé. Rien n'arrive juste, Jennifer. Tu as fait des choix tous les jours. Tu as choisi de me mentir. Tu as choisi de trahir notre mariage. Tu as choisi Jérémy plutôt que ta famille. C'était des décisions conscientes. Assume-les. Elle pleurait maintenant. J'ai perdu mon travail. Le rectorat m'a licencié ce matin. Toute ma carrière, partie. Mes amis ne me parlent plus. Mes parents ne répondent pas à mes appels. Il ne me reste plus rien. Tu aurais dû y penser avant de tout détruire. Ma voix était plate, sans émotion. Martin te contactera au sujet des termes du règlement. Ne me contacte plus directement. Tout passe par les avocats. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai bloqué son numéro. Elle a essayé de présenter cela comme une erreur, un accident, quelque chose qui avait échappé à tout contrôle, mais ce n'était pas le cas. C'était une trahison calculée, exécutée sur des mois, financée avec de l'argent volé et cachée derrière une façade de normalité. Maintenant, elle faisait face aux conséquences, des vraies. Sa carrière détruite, sa famille éloignée, ses enfants choisissant leur père, et je n'ai ressenti aucune pitié, juste la satisfaction de savoir que la justice, froide et finale, avait été rendue. Le printemps suivant, le divorce a été finalisé. J'ai eu la maison, la garde principale des 2 enfants et 70% de nos biens matrimoniaux. Jennifer a obtenu un droit de visite supervisé un week-end sur 2 et les restes de notre pension. Le compte offshore a été partagé, mais seulement après que j'ai récupéré le montant total volé sur nos comptes joints. Le rachat de Jérémy a eu lieu. Il a pris ses 820 000 € et a déménagé en Suisse. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans une chaîne dentaire d'entreprise, gagnant un tiers de ce qu'il gagnait avant. Kelsey a obtenu la garde exclusive de leurs enfants. Jérémy les voit 2 fois par mois quand il peut se permettre le trajet pour revenir en France. Le cabinet a prospéré sans lui. J'ai fait entrer le docteur Sandra Kwon comme partenaire, une dentiste brillante qui cherchait à acheter des parts dans un cabinet établi. Elle a apporté une nouvelle énergie et de nouveaux clients. En 6 mois, nous avions élargi les horaires et embauché un 4e dentiste. L'entreprise valait plus maintenant qu'elle ne l'avait été avec Jérémy. Olivia a obtenu son bac avec mention et a été admise à la Sorbonne. Elle a choisi de se spécialiser en psychologie, disant qu'elle voulait comprendre pourquoi les gens font les choix qu'ils font. Nous parlions régulièrement, avons reconstruit notre relation, plus forte qu'avant. Elle m'avait pardonné la nature publique de l'exposition, comprenait maintenant pourquoi j'avais fait les choses de cette façon. Jake s'est mieux adapté que je ne l'attendais. Il a passé 1 an en thérapie, travaillant sur ses sentiments concernant la trahison de sa mère. Il voyait toujours Jennifer lors des visites prévues, mais il était distant avec elle, poli, mais pas chaleureux. Cela l'a blessé plus que tout ce que j'aurais pu faire. Un samedi matin de mars, j'étais assis sur ma terrasse arrière, regardant Jake jouer au basket dans l'allée. La même allée où tant de choses s'étaient effondrées, mais maintenant c'était juste une allée. La maison était juste une maison. Les souvenirs avaient été remplacés par de nouveaux. Ma mère est passée avec des courses, son rituel hebdomadaire depuis le divorce. « Comment vas-tu vraiment ?» a-t-elle demandé, s'asseyant à côté de moi avec un café. « Je vais bien, maman. Vraiment bien. Je ne le dis pas juste pour le dire. Des regrets. J'y ai pensé. Au brunch, à l'exposition publique, à l'approche de la terre brûlée que j'avais adoptée. Non. Ils devaient rendre des comptes. Si je l'avais fait discrètement, ils auraient contrôlé le récit. De cette façon, tout le monde connaissait la vérité. Ton père est fier de toi. Il ne le dit pas assez, mais il l'est. Dis-lui que j'apprécie. Après son départ, je suis rentré et j'ai trouvé une carte dans le courrier de Kelsey. À l'intérieur, une simple note. Merci de m'avoir donné le courage de partir. Les enfants et moi allons bien. Tu es un homme bon, Christian Blanchard. Ne l'oublie pas. J'ai posé la carte sur mon bureau à côté d'une photo d'Olivia et Jake. Ils souriaient, vraiment heureux. C'est ce qui comptait. Pas la vengeance, pas la justification. Juste ces 2 enfants qui apprenaient que l'intégrité compte,
que les actions ont des conséquences, et que parfois la chose la plus forte que vous puissiez faire est de vous éloigner des gens qui ne vous méritent pas. Ce soir-là, j'ai emmené Jake dîner dans son restaurant de burgers préféré. Juste nous deux, père et fils. Papa, demanda Jake, trempant une frite dans le ketchup. Est-ce que tu vas sortir avec quelqu'un un jour? Peut-être un jour. Pourquoi? Parce que tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment, pas comme maman. La vérité sort de la bouche des enfants. Merci, mon grand. Mais pour l'instant, je vais bien. J'ai toi et Olivia. C'est largement suffisant. Il a hoché la tête, satisfait. Et retourné à son burger. Et assis là, dans cette banquette, regardant mon fils manger et rire et juste être à nouveau un enfant, j'ai réalisé quelque chose. Jennifer et Jérémie ne m'avaient pas détruit. Ils ont essayé, mais ils ont échoué. J'étais toujours debout, toujours entier, toujours en train d'avancer. J'avais trouvé des séquences de caméras cachées qui révélaient la pire trahison imaginable. Mais au lieu de me laisser briser, je les laissais me reconstruire, plus fort, plus clair, plus certain de qui j'étais et de ce que je méritais. L'ancien Christian leur aurait peut-être pardonné. Aurait essayé de sauver quelque chose de l'épave. Mais je n'étais plus l'ancien Christian. J'étais quelqu'un qui comprenait que certaines trahisons sont impardonnables, que certains ponts doivent brûler, et que s'éloigner des personnes toxiques n'est pas une faiblesse. C'est de la survie. C'est de la force. C'est se choisir soi-même et ses enfants plutôt que des gens qui ont prouvé qu'ils ne vous avaient jamais valorisé pour commencer. Et ce choix, aussi difficile qu'il ait été, s'est avéré être la meilleure décision que j'ai jamais prise.